Salut, bienvenue pour ce nouveau top retour assez spécial puisqu'il s'agit du 100e. Je n'arrive pas à atteindre ce nombre-là un jour, je vous cache pas. Certains concepts, tu te dis qu'ils sont pas faits pour durer si longtemps, et il est vrai que depuis pas mal de temps, c'est clair et net que les top retours, c'est pas des vidéos indispensables pour moi. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour des choses que j'avais à dire, et c'est pour ça que à partir de maintenant ça va presque plus jamais tomber. C'est pas la fin, ça va pas être la toute dernière. De toute façon, quelqu'un m'a demandé de façon un petit peu bonus, que je voulais pas, mais j'accepte quand même de faire un autre top retour spécial Tipeee pour la dernière fois. Mais voilà, après coup ça va être très espacé, il va y avoir beaucoup moins, et je pense que si on tombe sur 111, histoire de voir un nombre un peu particulier, ce sera la fin. Hein. Je vais essayer de faire en sorte que la 111e soit peut-être la dernière, histoire de faire genre. Ce serait un peu marrant ça. Mais au-delà de ça, ouais, ça reste quand même le 100e top retour. Et j'ai longuement réfléchi, hésité sur le sujet abordé, parce que je savais qu'il fallait que je célèbre un petit peu ça. Je savais pas du tout comment. Je veux dire, ça pouvait être un truc qui me parle tout personnellement, sur lequel je voulais vraiment revenir, et j'estime que les films qui restent, il n'y en a aucun qui me donne envie de faire un top retour détaillé, ou même une franchise ou une série ou quoi que ce soit. Ça pouvait être aussi un petit tour de force, entre guillemets, de revenir sur quelque chose de copieux et qui soit un challenge. Et ouais, j'imagine que beaucoup voudraient que je fasse la Bandingo, mais je peux pas. Je vous jure, je ne peux pas. Ça n'arrivera jamais. Il y a des trucs, il y a toujours la petite possibilité dans un futur lointain que peut-être je m'y colle. Genre, j'ai pas du tout envie de faire un Disney Film sur l'étrange Noël de Monsieur Jack ou sur Roger Rabbit. J'ai déjà précisé à quelques reprises. Peut-être que d'ici 5 ans, je me dirais, allez, on va se forcer, on va le faire. Mais là, je vous assure que même d'ici 15-20 ans, si jamais la chaîne continue, il n'y aura pas de top retour sur la Bandingo. Hein. Je vous préviens tout de suite que ce soit bien clair entre nous, hein, ça n'arrivera jamais. Hein. Ok. J'ai pas envie, ça me saoule. Revenir sur cette série, c'est même pas la peine, c'est une torture. Quoi. C'est juste une torture du début à la fin. Il n'y a même pas de recherche intellectuelle à faire ce truc, c'est pas la peine. Je vous l'assure. Donc, restait quoi à faire? Je voulais que ce soit quelque chose qui ne représente pas juste un film comme ça, parce qu'il n'y a aucun film qui reste qui soit particulièrement puissant en termes de signification. Donc, je me suis dit peut-être une saga que j'ai traitée, qui est assez longue, qui n'a jamais été demandée en grande partie parce qu'il y a beaucoup de films. Bah, c'était Clochette. Vous avez vu le titre, hein, je vais pas faire durer ça trop longtemps non plus. Et ouais, on a parlé de ces films, ça a un tout petit peu eu son succès lorsque j'ai fait les critiques, ça commence à adapter un petit peu, et étant donné, c'est évident qu'on ne me sollicitera jamais un film de cette hexalogie pour un top retour, en tout cas pas de façon un tant soit peu poussée, eh ben c'est pas plus mal de tout regrouper en une seule vidéo. Une vidéo qui met les bouchées doubles au sens strict du terme, puisqu'on va pas faire un top 10 double top 5, mais un top 20 double top 10, où on va revenir sur les différents points réussis de ces 6 films, avec donc 10 points positifs, 10 points négatifs, ordre d'importance, etc. Le même principe, mais boosté, tout simplement. Je me suis dit, oh, ça va, ça fait un petit peu célébration suffisamment. Et ça me donnera plus de boulot que d'habitude aussi. Donc, je me suis dit que ça pouvait aller, j'espère que ça vous plaira. En attendant, donc, ça va être un top 20 et pas un top 10, puisqu'il y a 6 films dont causer. Et j'aimerais fixer une petite règle par rapport à ça, par rapport à l'habitude. Donc, évidemment, ce sera 10 points positifs, 10 points négatifs. Et étant donné qu'il y a 6 films, je me suis fixé comme impératif de prendre pour chacun des 6 films un point positif et un point négatif propre à chacun de ces films-là. Donc il va y avoir 6 points positifs qui sont liés vraiment au film individuellement, 6 points négatifs qui seront liés au film individuellement, et à côté de ça, 4 points positifs et 4 points négatifs qui seront plus généraux. Ce qui en donne au total 20, qu'on va traiter tout de suite parce que j'ai passé déjà pas mal de temps sur cette intro. En avant pour le top 20 des meilleurs et pires points de la saga Clochette. Une odeur de fumée dans les airs.
Numéro 20, une récompense de fin de premier film trop facile. Je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le bon point et le mauvais point à mettre en avant sur le premier film parce que c'est le plus oubliable du lot, assez ironiquement. Les 5 autres m'ont plus marqué et globalement ce premier film ressort comme quelque chose d'assez basique. Très plat à suivre avec rien de spécifique à part quelques points et qui sont illustrés globalement, mais typiquement, intrinsèquement, ce film n'a rien de très très marquant, en positif comme en négatif. Mais il fallait quand même que je situe quelque chose et donc c'est pour ça que c'est le moins pire mauvais point pour moi. Ouais, le fait qu'elle ait foutu la merde en étant un petit peu manipulée, mais elle a quand même foutu la merde. Qu'elle se rachète à la fin en fournissant rapidement des inventions qu'elle a créées pour faciliter la vie des autres, c'est bien, mais je trouve ça sincèrement pas mérité que ça lui donne un passe-droit, alors que c'est un sans précédent pour aller dans le monde humain rapidement comme ça. C'est quelque chose qui aurait dû se décider sur le temps, avec plus de réflexion, le temps qu'elle se familiarise davantage avec l'environnement. Pas juste dire « Ouah, t'es une toute nouvelle fée qui vient de naître il y a quoi, un mois, même pas. On t'accorde tout ce que tu veux parce que t'as fait une grosse connerie et que tu l'as corrigée. » Ben merci. C'est un peu gros pour moi, c'est pas gravissime parce que je le dis tout de suite, une fois de plus, c'est pas un film qui m'a énormément marqué par sa nullité, pas par sa grandeur non plus, c'était un film très oubliable. Mais ça reste une petite note de fin un petit peu dure à avaler quand même. Numéro 19, les animaux choupis trop chiants. Bon, je le mets pas trop haut ce point-là parce que déjà c'est subjectif comme tous les points de cette liste globalement dans l'importance, mais surtout, voilà, c'est des films qui sont quand même davantage pensés pour les plus petits. Je le reconnais, je l'admets, je suis pas complètement stupide, et donc ce genre d'éléments mignonnets pour attirer l'œil facilement des gamins ou je sais pas des personnes qui ont encore leur âme de jeune fille, disent ah ok l'animal il est trop mignon, etc. Je comprends, c'est une méthode de manipulation à laquelle je suis particulièrement hermétique, mais c'est prévisible. Il est clair et net qu'on fait ce genre de film autour de créatures de la nature. Va y avoir les animaux sidekicks, les animaux mignons pour aller essayer d'égayer l'ambiance, et je trouve ça niais et chiant la plupart du temps. C'est présent en particulier dans le premier et le second film, hein, avec une espèce de lapin à la con dans le premier film et Flambeau dans le second film qui sert pas à grand chose, mais voilà, c'est l'animal mignon qui est là pour vendre des petites peluches qui vont avec, je sais pas. J'ai jamais trouvé ça intéressant. Ça ne rabaisse pas énormément les films, mais c'est clair et net que c'est un élément en tant qu'adulte dont je me serais passé. Et même enfant, ça m'aurait pas fait grand chose, je pense. Numéro 18, les ailes TGCM du 4e film. Je trouve que c'est le meilleur film du lot, pour ceux qui s'en souviennent pas. Et il y a moins de choses à redire, néanmoins ça reste un petit peu dans une sorte de logique magique un petit peu trop fastoche par moment, sur laquelle je reviendrai un petit peu quand on est dans la création de l'univers et de ses logiques, mais c'est vraiment au sein même de ce film que ça me pose problème, ça, c'est-à-dire le fait que Cristal et Clochette, étant donné qu'elles sont sœurs jumelles de nulle part, parce que ça n'a clairement pas été un tant soit peu initié dans les 3 premiers films, c'est un truc qu'ils ont inventé sur le tard. Et elles ont cette espèce de réaction l'une à l'autre avec leurs ailes qui brillent lorsqu'elles sont proches. Et déjà, d'une part, c'est totalement inconsistant. Il y a des tas de fois où elles sont côte à côte et où leurs ailes ne brillent pas. Donc, merde, ce n'est pas logique du tout. Mais surtout, voilà, il y a ce pouvoir magique que vous sortez de votre cul qui permet à Clochette de guérir son aile blessée, brisée, grâce à leur lien de sœurs jumelles. Parce que, ah, ta gueule, c'est magique et c'est super gros. Et évidemment, on pouvait pas enlever son aile à Clochette, c'est sûr, mais je sais pas, cette façon complètement TGCM de foutre en l'air un moment dramatique fort, c'est le truc le plus grossier de ce film pour moi. Numéro 17, la fin douce amère du film 6.
du dernier film, donc. Je pense que j'aurais été encore plus touché par ce point positif si j'avais été pris dans la relation entre Noah et Grognon, mais c'est pas le cas. Je trouve que c'est une ficelle narrative qui ne marche presque jamais pour moi. Et il y a quelques rares exceptions, mais c'est souvent quand on est vraiment au-delà de la relation être doué de pensée et créature animale qui est juste là pour se faire caresser. Quand ça va un peu plus loin que ça marche un petit peu, ça peut marcher un peu, mais au-delà de ça... De fait, voilà, cette espèce de sacrifice de fin, cet au revoir qu'on est obligé de faire envers quelqu'un qui a signifié quelque chose pendant tout un film, c'est très joli. Étant donné que pour moi, en tant que spectateur, ce personnage n'a pas signifié grand chose, j'ai pas autant de peine que les personnages au sein du film. Mais je ressens tout de même un peu d'empathie pour la peine que traverse le personnage de dire au revoir à ce compagnon qui a signifié pas mal, notamment pour Noah surtout, et qu'ils ne reverront plus, même si ce n'est pas un au revoir pour quelqu'un qui meurt, mais pour quelqu'un qui va dormir de façon très longue, de façon à ce que, évidemment, il ne se retrouve plus. Voilà, dans la signification, c'est fort, dans la mise en scène, c'est touchant, ça me tire pas une larme parce que je m'en fous des personnages de base, mais ces derniers instants sont très réussis. Et puisqu'on est sur le 6e film, numéro 16, la confrontation entre Noah et Nyx. C'était totalement superflu, ça apportait que dalle, le personnage sortait de nulle part pour diverses raisons sur lesquelles je me pencherai un petit peu plus loin, mais... ouais, quoi, cette espèce de différence de considération était globalement assez lourde et alourdissait le récit en fait, hein. Excusez-moi, je me répète. Dans l'idée de cacher une créature légendaire aux autorités du coin, il n'y avait pas besoin de créer cette espèce de figure très serrée du cul qui veut à tout prix se charger de la créature, mais qui voit mal la chose et donc elle doit s'excuser à la fin. C'est ultra basique, c'est une ficelle ultra basique qui n'avait pas besoin d'être là pour appuyer le propos central du film, qui m'a pas touché plus que ça, que j'ai trouvé un peu niais, mais bon, ça va un peu de pair avec mon point numéro 19, c'est-à-dire que, voilà, le but c'est la relation entre Noah et Grognon. Il n'y a pas besoin de cette espèce de conflit de merde qui n'apporte rien, parce que voilà, on joue pas de façon intéressante là-dessus, quoi, à part pour des scènes de drame forcé. Donc voilà, cette confrontation-là, cette espèce de rivalité entre elles, vous savez, la sérieuse et celle qui est en plus, alors qu'elle n'était pas à ce stade-là, Noah, mais bon, maintenant, elle en fait des caisses, c'est grossier, c'est trop grossièrement appuyé, ça n'apporte rien pour moi. Numéro 15, une nouvelle approche de Crochet plutôt sympathique dans le 5e film. Je trouve qu'il y avait moyen de faire plus subtil que ça, mais dans l'idée, comme façon complètement alternative, parce que c'est pas le même Crochet qu'on a dans le film Peter Pan une fois de plus. Ce n'est pas le même univers que celui du film animé des années 60. C'était pas la même approche, c'est pas le même ton, pas du tout la même clochette. Il y a des trucs qui vont pas dès lors qu'on s'y penche un petit peu. On est d'accord, ok? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une donc version alternative de l'univers de Peter Pan, pourquoi pas, et cette approche de Crochet est cool. Il y a des points qui me plaisent un petit peu en dehors de ça dans ce 5e film, comme l'approche de mélanger les pouvoirs de nos héroïnes, mais ça viendra de pair avec un point qui sera plus haut que ça. Ce Crochet, c'est le jeune capitaine manipulateur et ambitieux qui s'en prend à une fée avec ses doutes pour la mettre de son côté et faire en sorte qu'elle bosse pour lui. Et dans l'idée, il s'est trouvé les bons mots pour l'amadouer, et lorsqu'il a fait son petit retournement, ça fait son petit effet, même si on le voit un peu venir quand on comprend assez facilement de qui il s'agit. Donc voilà, cette approche d'origine du capitaine Crochet, entre guillemets, elle est pas mal. Il y avait moyen de faire un petit peu mieux que ça, de ne pas être aussi ridicule sur certains points, comme sa phobie du crocodile qui arrive à cause de stupidités qui sont mis en place dans ce film-là. Il y a des points qui auraient mérité d'être mieux faits, mais dans la mentalité, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Il était plutôt bien rendu, son premier équipage, il était très osef, mais lui, il était un antagoniste suffisamment intéressant pour être un tout petit peu noté dans ce film.
Numéro 14, le doublage. On a encore à faire un casting de qualité pour les différentes comédiennes qui se chargent de nos personnages, parce qu'on a vraiment quasiment que des persos féminins. Il y a quelques comédiens, évidemment, hein, Crochet, évidemment, Terrence, etc. Mais oui, on a surtout 6 comédiennes centrales qui jouent à merveille les protagonistes et pas mal d'autres qui jouent très bien les personnages secondaires. Par exemple, les deux acteurs qui doivent jouer Clark et Gable, ce ne sont pas des bons personnages, mais ils savent très bien leur donner le ton qui va avec ce qu'on veut des personnages. Il y a du très bon travail sur le doublage français, une fois de plus, des comédiens qui s'en tirent très bien, et surtout les 6 principales qui ont su se familiariser petit à petit aux différents rôles. C'est vrai que dans le premier film, elles étaient un peu plus effacées, mais à partir du second, elles se démarquent bien et elles donnent vraiment leur personnalité à nos 6 protagonistes. En particulier, évidemment, Laurie dans le rôle de Clochette qui la rend à merveille, à tel point qu'on s'est dit, tiens, on va faire de ça un thème. Il va y avoir des nouvelles fées qui vont être introduites et on va prendre des chanteuses pour les doubler. À Amel Bent, ça passait. Alizée, c'est peut-être l'un des très rares rôles qui ne sont pas bien doublés. Parce qu'Alizée n'est clairement pas faite pour jouer la comédie. Je suis désolé. Mais globalement, voilà, on a un excellent casting. Pas un des meilleurs qui soit. Je pense que ça peut être interchangeable à 2-3 moments. Mais globalement, c'est quand même bien rendu et ça mérite d'être pointé, ça. Numéro 13, Clochette qui se trouve dans le premier film. Ce qui fait que le premier film parvient à fonctionner un petit peu, c'est que l'héroïne principale a cette espèce d'arc où elle a un tout petit peu de mal à accepter son rôle. Et autant je trouve que c'est quand même mieux fait dans certains autres films comme Les Mondes de Ralph, autant c'est pas non plus à bouder dans ce film-là. On a affaire à une fille qui est née, qui se voit donner un rôle, attribuer un rôle qui ne lui convient pas vraiment, en tout cas au premier abord, et même s'il y a quelques petites choses à redire sur le système que ça représente, j'ai déjà fait ma petite diatribe là-dessus, eh bien elle va devoir comprendre au fur et à mesure que c'est la voix qui l'inspirera, qui la motivera pour créer quelque chose. Et cette idée de bien faire comprendre que les fées bricoleuses, au premier abord, elles ont l'air plus nazes que les autres fées parce qu'elles n'ont pas de super pouvoirs magiques qui peuvent faire des trucs de ouf. Elles ont ce pouvoir de la création, de l'inventivité avec ce qu'elles trouvent et c'est quelque chose de fort que les autres fées n'ont pas. Le principe de lui faire comprendre ça à travers son arc à plusieurs moments, c'est plutôt bien fait. C'est ce qui porte le film et ce qui fait qu'il se regarde. En dépit des petites conneries, des moments qui sont plats et le fait que au-delà de ça, c'est pas très marquant, au moins cette thématique-là, à travers notre héroïne centrale qui se cherche, qui se trouve dans ce premier film, elle est bien fichue. Même si, dans les faits, ça a été l'amorce d'un problème global un petit peu important, Clochette qui fait chier le monde en voulant toujours changer le système. C'est un petit peu trop récurrent ce procédé narratif-là, je trouve. Ce cas où on a Clochette qui est prise dans un système plutôt rodé, qui s'en tire très correctement depuis le début, il se rend compte, ça va pas ça, j'aimerais bien faire un changement, elle fout la merde. Au début, tout le monde lui gueule dessus, mais grâce à ce qu'elle a fait vers la fin, eh ben les choses s'améliorent, elle a bien fait en fait. Et une fois ça va, quand on est à 4 ou 5 fois dans les films qui sont mis en place, je vous jure que c'est lourd. C'est un petit peu lourd de voir sans arrêt cette même mise en place se faire pour bien mettre en avant notre héroïne qui doit à chaque fois changer la situation, changer le système parce que voilà. D'ailleurs, quand c'est pas Clochette, bah, c'est Noah. Ah, dans le 6e film, Noah, c'est exactement ça. Il y a un système qui est mis en place, il faut faire gaffe à certaines règles, c'est grâce à ça que notre société fonctionne. Elle fout le bordel en voulant changer ses règles, et à la fin, bah, elle a bien fait parce que ça a permis d'améliorer les choses. C'est quand même dingue, je trouve. Ça fait partie des redondances un petit peu grossières, c'est pas le plus grave, mais c'est quand même assez notable. Numéro 11, Clark et Gable. Ouais, autant les compter en un seul point, ceux-là je les aime pas. Je trouve que ce sont des espèces d'ersatz de Laurel et Hardy, même pas de duo comique qui passent jamais pour moi parce qu'on fait rien autour d'eux et ça fait partie des rares cas où l'humour passe pas. C'est franchement dommage parce que globalement l'humour passe bien, mais j'en reparlerai plus tard. Mais l'humour autour de ces deux-là,
80% du temps, c'est lourd, ça alourdit le récit. Je sais pas, le principe même d'avoir des abrutis prononcés pour alléger l'atmosphère en soi tout seul, ben ça passe pas, il faut savoir faire de la bonne mise en scène pour que ça puisse marcher. Et c'est pas ce que vous faites. Il n'y a pas de la bonne écriture autour d'eux, il n'y a pas de la bonne mise en scène. La seule chose qui est bien, c'est le doublage, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Numéro 10, le développement de l'amitié entre Terence et Clochette dans le second film. J'aime bien ce qu'on a fait autour de ça. C'est ce qui porte ce film, tout comme dans le premier film, ce qui portait l'histoire suffisamment pour que ce soit pas trop désagréable, c'était le développement de Clochette. Là, c'est le développement de son lien avec Terence, alors qu'ils bossent ensemble sur un projet d'orbe magique pour créer de la poussière bleue et qu'ils se disputent pour des choses simples, ce qui amènera des drames, etc. de façon un peu forcée par moments, mais ce qui n'est pas trop forcé, c'est le lien entre eux et ce que ça crée dans ces espèces de regrets qui se forment, ces disputes et les quelques petites conversations que les uns ont avec d'autres concernant comment ils devraient se traiter, tout simplement. Genre, on peut pas se supporter parce qu'on a trop l'autre dans les pattes, mais il faut se rendre compte que malgré tout, il y a une attache qui s'est créée. On est des amis, et ça pourrait être plus, mais ça ne sera pas développé plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle je compte pas ça en point global, parce que voilà, c'est vraiment que dans ce film qu'il est mis en avant de façon notable. Il est un tout petit peu introduit de façon intéressante dans le premier film, mais à partir de là, à partir du troisième film, il existe quoi. Ah, bonjour Terence, tu existes. On s'en fout de toi. Les petites filles veulent pas jouer avec toi, donc non, on va plutôt se centrer sur les autres fées, les fées filles. Ça ira mieux, ça vendra plus de jouets ça. C'est un petit peu le truc qui se ressent après coup. Mais au sein même de ce second film, c'est le point fort qui parvient à sauver la chose alors qu'il y a quand même des trucs à redire. On en parlera un peu plus tard. Hein. Numéro 9, le développement de Vidia dans le troisième film. Et ouais, je reviens pas de placer ce point si haut quand vous savez ce que je pense du troisième film, mais je vais pas nier une seule seconde que c'est un point qui me plaît. L'expédition féerique, quand on se centre sur l'expédition féerique, comment se sent Vidia par rapport à ce qu'elle a fait à Clochette et le fait qu'elle évolue de sa position par rapport au premier film, parce que dans le second film, elle était juste là histoire de dire, c'était sympathique, c'est cool de montrer une évolution de personnage à partir de quelque chose qui en avait le potentiel aussi. Lorsqu'on l'a introduit dans le premier film, ça donnait pas l'impression que c'était une garce irrécupérable non plus. Donc on montre ses regrets par rapport à ce qu'elle a fait et ce besoin de se racheter auprès de Clochette, ce qui amènera à ce qu'elle fréquente le petit groupe et qu'elle devienne leur amie après coup. Alors, je vais pas parler de Vidia en détail dans ce point parce que elle fait partie d'un point beaucoup plus haut placé que ça en termes de positif, mais cette décision de développement de personnage est ce qui permet de supporter un peu ce troisième film en dépit de son récit principal qui est particulièrement grossier. Numéro 8, une nouvelle approche de Clochette. Parce que je le redis, on n'est pas dans le film Peter Pan des années 60, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas le même niveau, ce n'est même pas les mêmes règles, on en parlera un petit peu de ça. C'est une approche très différente et ça se ressent particulièrement à travers le personnage qui n'est pas du tout le même et c'est très sympathique à voir. D'une part parce que vous appuyez, vous assumez, ça me paraît clair, qu'on ne va pas avoir la même chose. Vous essayez de donner un univers, un lore différent et si vous l'assumez, je dis tant mieux, chapeau, allez-y. Par contre, il pouvait y avoir le problème d'avoir une version détériorée ou pas intéressante du personnage. Et c'est clairement pas le cas. On a affaire à une fille qui a de la personnalité, qui a suffisamment de points communs avec l'original dans le fait qu'elle a de l'initiative, qu'elle ose des trucs, qu'elle a cette tendance un petit peu à être cassante quand elle est contrariée. Ça va un petit peu de pair avec son caractère, mais elle a suffisamment de points supplémentaires plus humains, si j'ose dire, dans son caractère pour la rendre plus appréciable. Parce que ça reste une putain de garce. Hein. Dans le film animé des années 60, c'est une putain de garce hein, dans Peter Pan. C'est pas le cas ici. Elle a ce côté un petit peu j'ose des trucs et je mets les pieds dans le plat, mais c'est pas une garce. On la rend suffisamment attachante. Et j'ai apprécié ça.
J'appréciais cette nouvelle approche du personnage et j'ai envie de dire, ouais, on n'aurait pas pu faire la clochette typique du film Peter Pan. Ça aurait pas rendu en termes de héros principal. En tout cas, pas dans un film Disney tout public qui veut faire plaisir aux enfants, hein, c'est clair net. Mais vous avez fait quelque chose qui valait vraiment le coup. Et cette nouvelle héroïne m'a vraiment plu, sincèrement. A vraiment donné du piment à la saga. Étant donné que c'est elle qui portait les 5 premiers films, pas le dernier, elle a su vraiment avoir suffisamment de puissance de caractère pour tenir ça sur ses épaules, majoritairement, puisqu'il n'y avait pas qu'elle. On en parlera un petit peu du reste. Numéro 7, des règles magiques débiles et inconsistantes. Cet univers ne sait pas comment il fonctionne et ça se sent clairement qu'ils écrivaient leurs films au fur et à mesure sans réfléchir en grand détail à ce qui marchait dans les premiers. C'est clair et net que beaucoup de points n'étaient pas pensés à l'avance. Et des fois ça passe, des fois on se dit ah ok ça aurait pu être comme ça donc on peut s'imaginer que ça peut évoluer de cette façon-là. Mais dans les règles que vous créez, ça se sent dans ces erreurs de continuité que vous y pensez pas trop, notamment le premier film. Le premier film, vous mettez en place certaines considérations qui ne sont pas reprises du tout par la suite. Mais du tout. Ce qui fait que c'est très bizarre de se revoir le tout en s'imaginant ça comme une grande saga parce que elle n'a pas été pensée pour. C'était pensé pour être un film l'un après l'autre sans plus de réflexion que ça. Et ça se ressent pour les règles quoi. Je veux dire, les fées des neiges, elles se rendent face à cette grande assemblée pour accueillir les nouvelles fées, tout ça, sans problème. Alors que non, elles peuvent pas. Elles peuvent pas, ça aurait dû leur niquer les ailes d'après la logique du 4e film. Dans le 3e film, on revoit le monde humain, on refait notre petite sortie dans le monde des humains pour remettre en place la nature, tout ça. Et ça suit des tonnes de règles qui n'étaient clairement pas indiquées à la fin du premier film. Et oui, je ne vais pas pencher en grand détail sur le délire des animaux et comment ça fonctionne, parce que je me suis déjà un petit peu plein là-dessus. Mais voilà, ça n'a aucun sens comment les fées des animaux gèrent ce genre de choses. Comme si les animaux ne pouvaient pas exister sans elles, c'est ridicule. Il y a énormément de trucs qui sont inventés comme les fées scouts ou je sais plus trop comment, la catégorie à laquelle appartient Nyx dans le 6e film qui n'a jamais été une seule seconde mentionnée avant. Et quand on voit les problèmes qui sont survenus durant les 5 premiers films, on se demande pourquoi elles sont pas intervenues à ces moments-là, celle-là. Et d'autres trucs comme ça, vous ne pensez pas à la logique de votre univers et à ses règles. Et donc vous créez des tonnes de conneries, de trucs de nulle part, qui contredisent certains trucs ou qui font retcon grossier. C'est ça le problème. Et c'est loin d'être anodin pour moi lorsque vous pensez à une saga, même si vous faites les films au fur et à mesure. Il faut essayer de prendre en compte ce qui a été mis en place avant, de façon à ce qu'on crée ne donne pas l'impression soit de sortir d'un chapeau, soit d'être totalement incohérent avec ce qu'on a eu. C'est logique pour moi, c'est la base. Et vous faites pas cet effort-là, c'est un point noir assez important. Numéro 6, la fameuse scène du miroir dans le second film. Je vous renvoie à mon top 15 des pires scènes Disney Toon pour que ça vous parle bien. Je vais pas m'apesantir plus que ça, vous savez pourquoi j'ai un problème avec ça. J'ai un peu hésité avec cette scène parce que c'est juste une scène rapide. Et le délire autour des 2 trolls de passage, je pense que si je l'avais compté, ça aurait remplacé un des points négatifs que j'ai cités dans un des autres films, parce que voilà, quand même, il était gratigné celui-là. Les trolls, c'est ridicule, et beaucoup de gens ont déjà pointé pourquoi, genre, on a des fées qui savent voler, pourquoi ce truc se trouve là, quoi. Je veux dire, ça devrait pas être un problème en temps normal, et c'est juste complètement bête. Mais j'ai tout de même un peu préféré, si j'ose dire, cette connerie-là à cette scène débile où elle fait n'importe quoi pour ruiner son vœu, alors qu'il y avait moyen de faire mieux, quoi. Je veux dire, on pourrait juste dire que le miroir ne marche pas. Le miroir ne marche pas. C'était une chasse au Dahu, au bout du compte, ça n'existe pas. Et paf, on a le même souci, le même suivi, après coup, ça n'aurait rien changé. C'est dommage qu'on fasse pas ça, je trouve, mais bon. Ça fait partie des petites grossièretés d'écriture assez notables. Numéro 5, la gestion de Zarina dans le 5e film. C'est franchement irritant. Je ne cache pas que c'est franchement irritant de voir ça parce que, au premier abord, j'aime beaucoup Zarina.
Elle a cet aspect curieux, comment les choses marchent, j'aimerais bien voir comment ça fonctionne, avoir cette curiosité. Et plutôt que d'en faire une sorte de Clochette bis, parce que c'est un petit peu ça, de base, Clochette qui se demande comment le système fonctionne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux le comprendre, voire le changer. À chaque fois, elle s'en sort avec les bénéfices du doute et c'est elle qui a raison, elle a changé le système. Pour Zarina, non. Elle se pose des questions, elle fait une bourde et elle est virée, répudiée, elle se barre. Et à cause de ça, elle devient une grosse méchante. Et quand je dis méchante, je pèse mes mots. On a affaire quand même à une fille qui vole toute la poussière de fées bleues aux fées, ce qui leur permet de survivre, les amenant donc à leur mort, j'ai envie de dire leur mort à petit feu, parce qu'elles n'auront plus de quoi se nourrir, vivre à cause de ça, pour ses petits désirs égoïstes, pour faire plaisir à un connard qui l'a manipulé, mais tout de même, elle a conscience, normalement, si elle fait un tant soit peu gaffe, aux conséquences de ce qu'elle fait. Et donc voilà, elle devient garce, rapide après ça, et le pire, c'est qu'on lui pardonne. Je veux dire, oui, t'as foutu en l'air notre vie, t'as failli détruire notre race, mais c'est pas grave, on te pardonne parce que t'as été dupé, même pas parce qu'elle regrette, elle s'est rendue compte qu'elle allait trop loin, non, parce qu'elle s'est fait duper. Elle se serait pas fait duper, Crochet aurait été avec elle, aurait dit « Ah, t'es trop génial jusqu'au bout », elle aurait été totalement partante jusqu'au bout pour foutre en l'air la vie des fées, et on lui dit « Ah, c'est pas grave, tout est pardonné ». Non, je suis désolé, c'est débile, c'est complètement débile. Et c'est ce qui plombe grandement le film, parce qu'il y a beaucoup de points que je trouve vraiment sympathiques. À nouveau, Crochet, c'est une bonne approche, et j'aime bien qu'on joue sur nos 6 héroïnes, leur échange de pouvoir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vraiment, c'est un des détails qui fait que c'est très sympa de suivre les péripéties de nos personnages. Mais cette gestion de personnage est particulièrement irritante, et fait que je ne peux pas l'apprécier. En dépit du fait que elle a un excellent concept, un excellent potentiel, mais il est totalement ruiné par la considération du personnage tout au long du film. Et c'est un problème super important pour moi. Numéro 4, le drame entre le peuple de la forêt et le peuple des neiges dans le 4e film. C'est ce qui a permis vraiment de différencier ce film du lot. Ce qui a permis de le rendre particulièrement prenant et impactant et touchant à certains moments. C'est-à-dire qu'on crée cette situation qui sort de nulle part une fois de plus, parce que voilà, je suis désolé quoi, c'est clairement pas comme ça que c'était montré dans le premier film, où on a deux peuples qui ne peuvent pas cohabiter réellement, ou alors vraiment très rapidement quoi, ils vont à un endroit et ils peuvent plus faire grand chose quoi. Et cette situation pose un drame parce que ça veut dire que certaines personnes ne peuvent pas se voir, il y a certaines rencontres qui ne peuvent pas se faire, notamment avec un parallèle que je trouve très bien fichu entre la reine Clarion et son amoureux qui dirige un petit peu le coin des neiges, qui ont clairement des sentiments l'un pour l'autre mais qui ne peuvent pas se voir à cause de cette situation-là. Et ils servent d'illustration secondaire de bons parallèles à ce que subissent nos deux héroïnes centrales, c'est-à-dire Clochette et sa sœur jumelle qui sort de nulle part un petit peu redcon, mais bon, qui vit dans le monde des neiges, et elles ne peuvent pas se voir, en tout cas pas simplement comme ça. Elle doit trouver des moyens inventifs de la voir. Malheureusement, ça ne lui donne pas toutes ses capacités. Et c'est délicat comme système. Et à cause de ça, ça crée des tensions, ça demande de la vigilance. Et cette vigilance n'est pas simple à gérer. Ce qui amène donc des conflits, cette espèce de moment où on se dit qu'on ne pourra pas se revoir. Mais à cause d'eux, ou plutôt grâce à ce qui va arriver par la suite, en devant œuvrer ensemble, ils arriveront à trouver un moyen d'améliorer les choses. Et oui, on a encore affaire à Clochette qui change le système, et je dois avouer, comme par hasard, c'est toujours elle qui arrange les choses. Mais ce coup-ci, c'est porté par des motivations touchantes qui aident à porter une thématique centrale prenante, plutôt forte quand on voit le niveau global du reste, et ce qui fait que ce 4e film se démarque pas mal du reste. Numéro 3, le Nick la science du 3e film.
Même si vous avez eu un aperçu détaillé de mon avis là-dessus lorsqu'on a fait le top 13 des pires scènes Disney Toon pour moi, la raison pour laquelle c'est largement plus haut que la scène du second film, c'est que la scène du second film c'était juste une scène. Alors que là c'est une thématique globale en fait. La scène que j'ai pointée, je la déteste parce que c'est elle qui englobe le plus, qui est le pic de la chose, mais tout ce film essaye de montrer que le méchant scientifique qui veut faire des recherches, eh ben il fait ça pas bien, il se fourvoie, et qu'au bout du compte, il faut arrêter de rechercher comment les choses fonctionnent, et que la science, ça signifie pas grand chose, au bout du compte, il faut croire en la magie, passer du temps avec ceux qu'on aime, et nique ta mère, quoi. C'est tellement bateau. Et déjà rien que le fait de oh mon dieu je passe pas assez de temps avec ma fille, il faut que je fasse plus gaffe à elle, et que je me pense pas sur mon travail, c'est tellement fait, refait, lourd ça, mais en plus appuyé de façon poussée. Ce message anti-science, dire voilà la magie existe et la science c'est des grosses conneries, il faut qu'on pousse le bouchon. C'est la raison principale, de loin, pour laquelle je hais ce film-là. En dépit du fait que, ouais, l'expédition féerique, quand on se centre sur le titre, c'est-à-dire l'expédition de toutes nos fées sauf Clochette pour la sauver, ça va. C'est pas mauvais du tout, mais quand on est sur Clochette, sa relation avec cette petite fille chiante et le délire de la thématique de merde que vous appuyez là-dessus, j'ai envie de frapper quelqu'un. Voilà. Donc, ça ne pouvait pas être plus bas placé que ça pour moi, ce point-là. Il est très irritant. Il ne reste plus que les 2 points positifs globaux, en commençant par le numéro 2, l'humour. Alors, je l'ai déjà pointé, il y a quelques éléments humoristiques qui sont pas fameux. Et en particulier dans le 6e film, qui est pas extra, mais c'est surtout parce que vous avez vraiment changé de cap et vous avez voulu forcer trop un personnage par rapport à d'autres, je trouve. Et oui, Clark et Gable sont de mauvaises illustrations de la chose, mais à leur décharge, j'ai envie de dire qu'ils sont surtout lourds dans le premier film, et au fur et à mesure des suites, quoi, ils apparaissent rapidement, très vite. Les moments où ils sont présents et c'est un peu lourd, ok c'est là, mais voilà. Lorsqu'on se centre sur les interactions entre nos différents personnages, nos héroïnes centrales, il y a énormément de passages humoristiques réussis. J'ai souvent souri devant ces films, sincèrement. Même devant ceux que j'aimais le moins, il y avait cette dose d'humour vraiment appréciable de nos personnages qui savaient jouer sur leur caractère pour faire du tac au tac et créer des situations assez cocasses. Ça va de pair avec leurs différentes personnalités, ce qui me fait une transition rapide et facile pour le point numéro 1, la dynamique du groupe central. Nos 6 héroïnes sont très prenantes à suivre. En termes de caractère, je le redis, j'ai l'impression de voir My Little Pony Génération 4 avant l'heure. Puisque c'est sorti un petit peu avant, je le rappelle, on a vraiment une approche presque proto Main 6 de la série My Little Pony Génération 4 et j'ai beaucoup apprécié ça. Ça se ressent au fur et à mesure qu'on avance dans les films, même si une fois de plus le 6e c'était un petit peu à part. Mais ouais, au fur et à mesure des films, on donne de plus en plus d'importance à nos héroïnes principales, nos 6 héroïnes, leur dynamique avec Clochette. Ce qui fait que, même si je trouve un peu dommage que Terence soit totalement passé à la trappe à peu de choses près à partir du 3e film, ça reste au bénéfice de 6 personnages très différents les uns des autres qui savent parfaitement interagir entre elles. Nos 6 héroïnes centrales, si on peut les appeler comme ça, sont excellentes ensemble et même individuellement, elles ont toutes les 6, à part peut-être Iridessa que je trouve coup-ci coup-ça, une personnalité assez frappante qui vous marque bien et qui les rend attachantes. Un peu plus certaines, une fois de plus, ma préférée Roselia et Ondine juste après, quoi. Ces deux-là sont géniales, les autres sont pas tout à fait aussi géniales, mais quand même, elles sont vraiment sympas les autres. On a 6 caractères bien définis qui aident vraiment à cimenter ces 6-là. Et lorsqu'on les fait dialoguer et interagir ensemble, ça détonne souvent. La plupart du temps, pour des raisons plutôt humoristiques, et une fois de plus, ça va avec le point numéro 2, les deux se complètent, et il y a vraiment ce tac au tac, cette espèce de trait de personnalité qui aide vraiment à pimenter, d'un point de vue comique, pas mal de textes, mais aussi dans la camaraderie qui se forme, ce lien qu'elle se crée, et cette amitié qui est
clairement pas aussi puissante que My Little Pony. Je le redis, j'ai l'impression de voir une version un peu moindre des Men 6 de My Little Pony à ce niveau-là, mais ça passe quand même très bien. Et je suis vraiment pris par ça en tant que mec adulte. C'est la chose qui fait que ça passe très bien comme film familial qui peut être apprécié par tous. C'est-à-dire, au-delà des trucs faciles et niais, clairement pensés pour les gamins, il y a cette recherche dans la personnalité de nos héroïnes qui aide vraiment à apprécier un tout petit peu le visionnage de ces œuvres-là en tant qu'adulte. Et c'est quelque chose que j'inspecterai toujours. Qu'on donne de la personnalité marquante aux héroïnes centrales, c'est quand même un truc à faire, évidemment, mais lorsque on a clairement affaire à une saga des films qui sont pensés pour plaire surtout aux plus petits, qu'on pense un peu aux adultes qui regardent ça et qui peuvent apprécier quelque chose d'un point de vue plus universel, pas juste dire voilà je regarde ça avec mon gamin, je suis forcé, je subis et c'est tout ce que je fais quoi. C'est quand même un peu recherché pour que ça plaise aux parents au-delà des enfants. Et donc que ça puisse plaire à un célibataire endurci comme moi qui a presque 40 ans maintenant, qui regarde encore des dessins animés. C'est plaisant d'arriver à faire ça. On donne suffisamment de caractère à ce site-là pour qu'elle porte très bien la saga, même si ça n'excusera pas les nombreuses grossièretés et niaiseries qui font qu'on n'a pas affaire à des grands chefs-d'œuvre. Hein. Une fois de plus, si je devais faire la moyenne, ce serait 10,5 sur 20 pour la saga, mais voilà, 10,5 qui se regarde. J'ai pas détesté découvrir ces films-là, grâce aux points positifs, et malheureusement les points négatifs sont loin d'être négligeables. Le côté gamin est logique, clairement prévisible, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des grossièretés d'écriture au-delà de ça. Et si vous voulez un tout petit peu plus de détails sur mon ressenti sur les films, comment je les classerais, pareil pour les 6 héroïnes, je vous invite à voir la mise au point que j'avais sortie à l'époque, où je fais un peu cette parenthèse-là. En attendant, voilà qui conclut ce long top tour, en espérant que c'est un type de vidéo de la chaîne qui aura su vous plaire suffisamment pour compléter les critiques plus détaillées à côté. J'ai été content d'en faire autant, maintenant ça s'essouffle, je le dis clairement, donc vous attendez pas à en avoir beaucoup d'autres par la suite. Donc je vous remercie à nouveau, et à très bientôt pour de futures vidéos. Bye!